Bonjour à tous, mesdames, messieurs. Merci de votre fidélité à Grand Défi. Grand Défi, aujourd'hui, nous allons aborder les défis des dérèglements climatiques et le développement de la RDC. Vous savez qu'aujourd'hui, on assiste à des phénomènes que l'on ne comprend pas. Il y a des inondations, il y a des grandes pluies diluviennes et les conséquences sont très néfaste. Alors, pour en parler, je reçois sur ce plateau M. Bertin Mbouya, qui l'habille. Il est encore étudiant de l'université de Kinshasa. Ce n'est pas la première fois que nous le recevons, c'est la deuxième fois. Et nous allons évoquer ces grands sujets pour voir que faire exactement pour combattre ces phénomènes de changement climatique. Monsieur Bertin, bonjour. Bonjour, monsieur Gustave. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un honneur. Est-ce que vous pouvez encore vous présenter auprès de nos téléspectateurs? Vous l'avez déjà partiellement fait. Je suis étudiant à l'université de Kinshasa, deuxième année de licence au département des sciences et gestion de l'environnement. Là, à l'UNIKIN, dans la coordination étudiantine, je suis ministre de l'Environnement et du Développement durable. Et aussi, toujours à l'UNIKIN, je suis coordonnateur du projet Muraille verte en bambou de Chine, projet de l'UNIKIN qui consiste à lutter contre les érosions, mais aussi contre les changements climatiques. Donc, ça tombe bien que nous évoquions le thème des dérèglements climatiques. C'est l'un de mes défis. D'accord. L'un de vos défis. Alors, ministre de l'Environnement du gouvernement à l'université, qu'est-ce que vous faites concrètement comme travail? D'abord, le secteur environnemental, il est au centre de tous les secteurs. Tous les mouvements sont dans l'environnement et autour de l'environnement. La première des choses en tant qu'étudiants, nous investissons dans la sensibilisation de nos collègues sur les gestes écologiques à poser dans leurs auditoires, vis-à-vis de l'université, parce que nous avons besoin d'un environnement sain et propice, et cela est constitutionnel dans l'article 53. Nous sensibilisons nos collègues, mais aussi nous participons à la réflexion en tant que les sièges du savoir, l'université, les étudiants. Nous aussi, nous sommes des responsables. Nous ne nous prenons pas pour les gens qui viennent juste pour étudier, avoir leur diplôme, mais nous nous disons, nous pouvons aussi réfléchir. Raison pour laquelle je viens de le dire. Réfléchir et agir. Et agir, absolument. D'accord. Oui. Proposer même des pistes et des solutions. Okay. C'est dans cette optique que même nous avons eu à proposer ce projet Muraille verte en bambou de Chine de l'UNIKIN qui a rencontré les besoins. L'UNIKIN est menacé par plusieurs têtes d'érosion. Actuellement, on en compte plus de 70. C'est énorme. Donc, si rien n'est fait, dans quelques 3-4 ans, l'université risque de disparaître parce que déjà, du côté des CNPP, il y a même des bâtiments qui voulaient partir et Dieu a fait grâce par l'expertise du département, donc de mon département des sciences de l'environnement, l'érosion a été stoppée. Je me suis dit, avec mon cabinet, parce que j'ai été reconduit ministre de l'Environnement, j'étais ministre dans le gouvernement passé, j'étais aussi reconduit. Dans mon gouvernement passé, on a réfléchi sur un projet, celui que je viens de vous parler. Quand c'est arrivé à l'université... Vous avez tout un cabinet? Oui. Ah, d'accord. À notre niveau, bien sûr. D'accord. Et votre pays, c'est l'université? Oui, oui, mon pays, c'est l'université. D'accord. Et j'ai même des ministres facultaires. Donc, chaque faculté, il y a un ministre de l'Environnement qui travaille en collaboration avec moi. Ah, d'accord. Oui, nous formons ce gouvernement, c'est notre organisation, notre manière. D'accord. Les projets qui a retenu l'attention du comité de gestion, je parle du recteur Jean-Marie Kayembe, c'est comme ça qu'il s'est mis à chercher le financement. Gloire à Dieu, nous avons été financés par les fonds forestiers nationaux. C'est comme ça que nous avons commencé à exécuter ces projets. Donc ces projets qui vont s'installer sur l'UNIKIN à titre préventif contre les érosions, mais aussi à titre curatif. Voilà un peu... Donc vous êtes en guerre contre les 70
tête d'érosion à l'Unikine, mais aussi contre les changements climatiques. Parce que le bambou que nous plantons, en dehors de leur système racinaire à stabiliser les sols, le bambou, la partie supérieure, absorbe les dioxydes de carbone qui est les principaux gaz à effet de serre. Je voulais savoir, 70 têtes d'érosion, comment vous les avez abordées ou comment vous les attaquez pour les stopper? Parce qu'il y en a, vous les avez déjà répertoriées. Vous les attaquez comment ou bien vous y allez petit à petit? En tout cas, l'approche, elle est d'abord de l'amont en aval. C'est ça l'essence des sciences environnementales. Les érosions ont lieu parce qu'il y a des causes. Les causes sont notamment la création des lignes de désir, donc de routes. L'université a connu un surpeuplement. Donc, elle a été conçue pour un nombre un peu plus bas que celui d'aujourd'hui. Et chacun est en train de frayer de passage. Ça, c'est de un. De deux, l'université est envahie par la population parce que dans l'ancienne configuration de l'université, elle avait plus d'espace qu'actuellement. Il y a même, je peux le dire ici, les zones qui sont spoliées par des gens qui ne font que faire la pression tout autour de l'université. Et tous ces enjeux, notamment les enjeux liés à la gestion des déchets, les bouchages des caniveaux, c'est de cause des érosions. Et pour lutter contre cela, ce n'est pas seulement planter comme nous le faisons. On commence en amont par l'assainissement du milieu, le curage des caniveaux, l'arrêt des routes qui sont en train d'effrayer les voies. Oh oui. Et maintenant, nous venons un peu au milieu pour planter le bambou sous forme de miraille. Donc, nous trouvons un espace lambda. Nous plantons le bambou de 10 mètres de largeur et nous traversons un espace avec ce bambou-là. Et on le fait de manière à ce que quand les bambous vont se développer, même quand ça traverse une érosion, quand l'eau de pluie vient avec des sables et que ça trouve des racines des érosions, une quantité d'eau est absorbée et l'assablement a lié. Par conséquent, l'érosion commence à s'auto-remblayer. Mais là où la miraille passe et qu'il n'y a pas d'érosion, quand le sol est stabilisé, donc ça veut dire qu'après 3 ans, 4, 5 ans, il n'y aura plus risque qu'il y ait érosion partout le projet est en train de passer. Donc c'est à titre curatif et aussi préventif. Donc vous voulez dire que le projet va entourer toute la concession de l'université? Pas forcément. C'est exactement ce que tout le monde avait comme perception du projet. Quand on parle de muraille, ce n'est pas entouré comme une clôture. Nous sommes en train de traverser des espaces avec une muraille. Ça veut dire qu'on peut avoir des bâtiments qui sont séparés, qui ont un espace au milieu de 300 mètres de long et par exemple 100 mètres de large. Nous, c'est au milieu là. Que vous mettez, que nous mettons une muraille, que nous plantons du verre. Pour que les autres qui vont venir de l'amont vers l'aval, quand ils vont rencontrer cette végétation qui a déjà stabilisé les sols, une quantité d'eau va s'infiltrer par les racines de bambou. Donc après d'autres murailles, la quantité d'eau va sensiblement baisser parce qu'elle sera absorbée, donc infiltrée. Et par conséquent, la pression sera diminuée et en aval, le risque d'érosivité est lié à la pression de l'eau et au relief, et même à la quantité de l'eau. Lorsque déjà la quantité de l'eau est diminuée, sa pression a baissé, en aval, il n'y aura plus de risque d'érosivité. Voilà un peu la technicité que nous avons amenée dans ce projet pour lutter contre les érosions à l'Unikine. Apparemment, c'est une première. Il n'y a pas encore eu des projets comme ça. Je peux te dire, c'est une première muraille verte en bambou en République démocratique du Congo. D'accord, on va voir ce que ça va donner. Bien sûr que oui. Alors, on en parlera en long, en large dans une autre émission bien élaborée. Et revenons alors à notre sujet. Qu'entendez-vous par dérèglement climatique? Merci, c'est une question fondamentale et c'est un grand défi actuellement. Beaucoup d'auteurs parlent de changement climatique, dérèglement climatique. En soi, ce sont des termes un peu synonymes, mais d'autres aiment utiliser dérèglement parce qu'on suppose que c'est un peu mieux adapté à la situation. Quand on parle du dérèglement, je vais parler beaucoup plus du changement climatique. Les climats d'abord, c'est la sensation du chaud et du froid. Comme maintenant, quand il fait frais, donc c'est le climat qui fait frais. Quand il fait chaud, les climats fait chaud. Mais quand on parle du dérèglement du climat, ça signifie que le climat a connu des modifications. Des modifications qui ont fait à ce que la fraîcheur qu'il faisait hier n'est pas celle qu'il fait aujourd'hui. Ou la chaleur qu'il faisait hier, ce n'est pas celle qu'il fait aujourd'hui. Soit ça a baissé, soit ça a augmenté. C'est ça le dérèglement climatique.
Et donc il y a changement. Il y a changement. C'est comme ça qu'on dit généralement changement climatique. C'est le fait que par les activités de l'homme ou par les activités naturelles, le climat qui était normal naturellement a connu des fluctuations, a connu des modifications et cela justement a des conséquences sur tous les systèmes terrestres. Là, c'est à travers le monde. À travers le monde, oui. Pas seulement en RDC, non, parce qu'il y en a qui peuvent penser que c'est un problème ou un phénomène congolais. Non, non, c'est un problème global. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle du réchauffement planétaire. Ouais. Parce que le climat, comme vous le voyez, c'est dans l'atmosphère. Et l'atmosphère n'a pas de frontières, n'a pas de barrières géographiques pour dire que ça c'est l'Ouganda, ça c'est l'Angola et puis notre climat. Non, non. L'air passe à tout moment et va où il veut. Raison pour laquelle quand on parle du dérèglement climatique, du réchauffement planétaire, ça touche tout le monde. Donc, dérèglement, on peut dire que dérèglement climatique et réchauffement climatique, c'est la même chose. Non, non, là maintenant c'est une autre nuance. D'accord. Quand on parle du dérèglement climatique, on peut parler du changement climatique. Parce que c'est les mêmes climats, soit il tend vers la chaleur, soit il tend vers l'attassement, la fraîcheur. Ouais. Je donne un exemple, il y a eu pendant des millions d'années des périodes où il y a eu des glaciations sur notre planète. C'est là où il y a eu la disparition d'espèces comme le mammouth. C'est un dérèglement climatique, on peut même dire un changement climatique, mais qui va dans le sens d'augmentation de la fraîcheur sur la Terre. Mais il y a aussi 66 millions d'années, un astéroïde est tombé sur Terre, a brûlé. L'astéroïde, c'est un corps céleste qui tombe avec des températures très élevées. Ça a brûlé du côté de Floride et ça fait disparaître beaucoup de formes de vie, notamment les dinosaures. C'est un dérèglement climatique, c'est un changement climatique, mais cette fois-là qui tend vers la chaleur, qui réchauffe. Maintenant, quand on parle du réchauffement climatique, c'est simple, les termes, je viens déjà de les dire. C'est un dérèglement climatique, mais qui est caractérisé par l'augmentation de la chaleur. Donc la chaleur, le climat s'est réchauffé. Les changements, c'est global. Ouais. Ça peut changer vers la chaleur ou vers la fraîcheur. Ouais. Mais quand on parle du réchauffement, ça signifie que quelque chose a été réchauffé. Donc c'est le climat qui a été réchauffé. C'est caractérisé par l'augmentation de la chaleur. C'est exactement ce que nous vivons actuellement. Et les changements climatiques ou le réchauffement climatique dont nous parlons, c'est le fruit de l'activité de l'homme. Raison pour laquelle même nous sommes là pour en parler. Parce que ce qui est produit par la nature, on ne peut pas les contrecarrer. Mais au moins, ce qui est créé par l'homme, il y a de mesures que c'est même homme qui est responsable de ces réchauffements climatiques puisse prendre conscience et mener des actions de manière à rendre reversible la situation. Lorsqu'on parle réchauffement climatique, j'ai compris, c'est la différence, c'est différent des dérèglements. C'est différent. Mais les deux phénomènes, que ce soit réchauffement climatique ou dérèglement ou changement climatique, la cause c'est l'homme. C'est l'homme, oui. En tout et pour tout, c'est l'homme ou il y a d'autres causes naturelles? Je viens de le parler. Je reviens sur ce que je viens de dire. Les changements climatiques ou dérèglements climatiques, c'est presque les mêmes termes. Ouais. Sauf dans les changements climatiques ou dérèglements climatiques, il y a des dimensions. Le climat peut changer vers la chaleur ou vers la fraîcheur. Oui. Mais quand on parle du réchauffement climatique, on voit qu'une seule dimension dans les changements climatiques. Quand on parle du réchauffement climatique, on voit les côtés où la chaleur a augmenté. Ouais. Et je viens de le parler ici, je viens de l'illustrer. Les changements climatiques ou le réchauffement climatique n'est pas toujours la conséquence de l'activité humaine. Parce que naturellement, selon les cycles géologiques, la Terre peut se réchauffer ou se refroidir. Je viens de parler de l'exemple des périodes de glaciation, mais aussi des périodes de réchauffement où les dinosaures sont disparus. Ce n'était pas l'activité de l'homme. Mais actuellement là, quand on parle du réchauffement climatique et qu'on appelle tout le monde à l'urgence d'action, il s'agit de l'action de l'homme. C'est pour ça que nous sommes là pour en parler, c'est pour ça que nous sommes là pour réfléchir ensemble et trouver des pistes de solutions. Alors, quelles sont les activités que l'homme mène et qui provoquent les réchauffements climatiques? Merci, c'est une question fondamentale. Vous le permettrez, ce sujet il est toujours assez sensible. C'est pour ça que pour répondre, on fait recours à certaines petites notions rapidement. Les réchauffements climatiques, d'abord, il faut comprendre comment ça fonctionne naturellement avant de parler de comment les climats fonctionnent naturellement avant de parler des réchauffements climatiques. Dieu, comme il a créé, nous avons une source, la première, qui nous donne de l'énergie, c'est le soleil. Ouais. Mais quand le soleil nous envoie les rayonnements sur Terre,
Ces rayonnements sont utiles pour éclairer, mais c'est aussi utile pour la photosynthèse. C'est comme ça que le plante absorbe, en présence de ces rayonnements, il absorbe le CO2 avec de l'eau de la terre, réalise la photosynthèse pour nous produire de l'oxygène et pour elle-même la plante produire des macromolécules pour sa croissance. Ça, c'est un phénomène naturel qui se passe et cela a eu lieu à cause de certains mécanismes physico-chimiques qui se passent dans l'atmosphère. Le premier, je parle de la filtration de la quantité de rayonnements envoyés par le soleil au travers de couches qu'on appelle l'ozone. La première couche de l'ozone, c'est ce qu'on appelle l'ozone stratosphérique. C'est simplement de la formule O3, c'est comme ça la formule chimique de l'ozone. C'est au niveau au-dessus des 10 km de nos têtes. Donc, il y a une couche où quand le soleil renvoie les rayonnements, cette couche-là, ce n'est pas une couche physique, c'est constitué de gaz. Oui. Ça renvoie une partie des rayonnements vers l'espace et ça fait partie d'une quantité de rayonnements. Cette quantité-là qui nous permet à absorber pour le plante, à réactiver les processus biologiques, donc la décomposition de la matière organique par les micro-organismes et le maintien de la vie. Oui. Parce qu'on parle d'agriculture, tout ça c'est parce qu'il y a l'énergie et il y a les micro-organismes qui décomposent pour la régularité de la vie sur Terre. Et quand ça passe, ça vient, il y a une autre zone au niveau de la troposphère, c'est à 10 km au-dessus de nos têtes, cette zone-là. Mais quand le rayonnement nous atteint, c'est aussi absorbé par les sols. Mais quand c'est absorbé par les sols, il y a un changement de longueur d'onde. Les rayonnements qui viennent, ça s'appelle des UV. Ils sont des rayonnements ultraviolets. Mais quand c'est absorbé par les sols, ça ne ressort plus sous forme d'UV. Ça ressort sous forme de ce qu'on appelle des IR, infrarouges. C'est simplement la chaleur. Quand il fait chaud là, ça signifie que le sol a absorbé les UV et ça remet les IR, donc les infrarouges. C'est cette chaleur-là qui réchauffe normalement la Terre et cela a lieu du fait qu'il y a des gaz qu'on appelle des gaz à effet de serre qui jouent un rôle très important. Ce sont des gaz naturels. C'est là où il y a le CO2, il y a le méthane, il y a même les gaz à vapeur d'eau, le O2, qui est évaporé dans l'atmosphère et d'autres gaz comme les oxydes de soufre, etc., qui absorbent cette chaleur émise au lieu que la chaleur soit dissipée encore vers l'espace, sinon nous serons dans des fraîcheurs terribles. La chaleur est absorbée pour que même en l'absence du soleil, pendant la nuit, il y a une chaleur relative. C'est comme ça que les activités biologiques ont lié. C'est grâce aux gaz qu'on appelle des gaz à effet de serre, des GS. Mais qu'est-ce qui a lié pour qu'il y ait des règlements climatiques? D'ailleurs, je l'ai dit, s'il n'y avait pas ces gaz, nous vivrions dans une température de moins 19 degrés Celsius. Là, c'est chez nous. C'est chez nous partout, c'est la température moyenne. Mais en Europe, on va jusqu'à moins. Oui, je parle de la température moyenne. C'est quand on a prélevé et la présence de ces gaz sur la Terre font à ce que quand on prélève la température dans différentes régions climatiques, la moyenne donne 15 degrés Celsius. S'il n'y en avait pas, les gaz à effet de serre, la moyenne serait autour des moins 19. Vous comprenez qu'ici, chez nous, là, on a par exemple 18. 16. On tremble souvent. Il fait terriblement. Quand il fait 20 degrés, c'est tout le monde tremble. Donc, vous voyez déjà les conditions. Mais moins 19. Moins 19 degrés, c'est pire que ça. Mais ce sont les gaz qui maintiennent. Et ça, c'est naturel. Qu'est-ce que l'homme a fait? Les activités exactement pour répondre à votre question. L'homme est allé chercher des énergies pour rouler dans la voiture, dans l'avion. Il a besoin des énergies fossiles. Donc, du pétrole. Il a besoin du gaz pour se réchauffer. En Russie, en Europe, on en parle actuellement. L'homme a besoin des moyens de transport. Tous ses besoins, les développements industriels. Il est allé prendre les sources qui ont contenu des gaz à effet de serre que la nature a séquestrés depuis longtemps. Et quand il en a utilisé, il a produit en grande quantité les gaz à effet de serre qui existent naturellement et qui font à ce que la température soit maintenue autour de 15 degrés Celsius. Quand ces gaz, ce même CO2 qui se retrouve naturellement a été ajouté par l'activité de M. Guistard, parce que vous êtes venu par le véhicule ici. Votre véhicule a émis du CO2, mon véhicule aussi, le véhicule du président de la République, tout le monde a émis du CO2. C'est ce CO2-là qui est venu se joindre au CO2 qui existe déjà dans la nature. Et comme la quantité a augmenté et que ces gaz à effet de serre ont pour rôle absorber les rayonnements UR, des infrarouges, qui est la chaleur, pour maintenir la température autour de 15 degrés Celsius, quand leur nombre augmente, ça signifie que leur capacité aussi à absorber la chaleur augmente. Raison pour laquelle on parle maintenant du réchauffement. Parce que les hommes ont émis des gaz à effet de serre. C'est comme ça qu'on parle généralement des émissions de gaz à effet de serre. C'est exactement cela.
c'est dans nos moyens de survie. Et l'homme est allé plus loin. Il a déforesté. Il a coupé, parce que les arbres absorbent ce CO2 pour maintenir l'équilibre. Ouais. Mais l'homme est parti faire la déforestation. Il a détruit la végétation qui est les puits de carbone. L'homme a détruit les tourbières qui sont les réserves de carbone pendant des milliers d'années. L'homme a pollué l'eau. Alors que dans l'eau, il y a aussi la production de l'oxygène qui a lieu par les êtres microscopiques qu'on appelle des phytoplanctons. L'homme a pollué les océans, les fleuves, les mers. Et raison il a brûlé les brousses. Il a brûlé les brousses. Les feux de brousse, les feux de forêt. Voilà comment aujourd'hui ces gaz-là ont augmenté dans l'atmosphère et il y a une augmentation de la température. Raison pour laquelle on parle actuellement du réchauffement climatique. Voilà les activités de l'homme, le principal. Qui ont augmenté, qui augmentent. Les gaz à effet de serre. Alors, quelle appréhension aujourd'hui, ou bien quelle est la perception que la population a des changements climatiques? Parce que lorsque vous citez les véhicules du président, les véhicules du journaliste, les véhicules de l'avocat, les véhicules de tel opérateur économique, plus les engins, plus les industries, n'est-ce pas? C'est tout ça, la somme de tout ça qui provoque les réchauffements climatiques. Alors, tous ces gens, quelle est la perception qu'ils ont des changements climatiques? La perception, les changements climatiques, surtout pour les dirigeants, il est déjà connu parce que c'est vraiment la ligne des enjeux. Mais parce qu'on parle de changement climatique, ça reste dans les discours. Oui, et maintenant, la question n'est pas encore très bien appréhendée par la population. En tout cas, ça, on doit se le dire. On n'a pas encore compris, la grande majorité de la population n'a pas encore compris c'est quoi exactement les changements climatiques, comment y faire face. C'est comme ça que beaucoup de gens, même quand vous leur dites plantons les arbres, ils disent mais on va en planter pourquoi? Et parce que aussi, la répartition des conséquences liées au changement climatique, je n'ai pas parlé des conséquences ici, j'ai parlé juste des activités des hommes qui causent cela. Ouais. La répartition des conséquences n'est pas la même d'une zone à une autre. Il y a des zones aujourd'hui, actuellement, où les déserts est arrivé. Parce que tellement il y a les réchauffements, il y a la sécheresse, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus la pluie. Oh, c'est la pluie qui maintient la fertilité du sol pour que ces arbres-là poussent. Et quand il y a réchauffement, il y a la sécheresse qui s'installe et les populations sont touchées. Ces gens-là, ils ont une autre appréhension du changement climatique, notamment ceux qui habitent les Sahel. En Inde, aujourd'hui, n'en parlons même pas. De plus vieux au plus petit, tout le monde sur la route, tout le monde conscient des enjeux liés au changement climatique. Aux États-Unis actuellement, en Europe, des canicules qui s'abattent sur les villes. La compréhension n'est pas la même qu'ici en RDC, mais nous avons aussi certaines preuves. Vous voyez les types de pluies qui s'abattent actuellement sur nos villes, avec des inondations que vous voyez. Je ne peux pas tout attribuer au changement climatique, mais il y a une partition de cela parce que l'une des conséquences de changement climatique, c'est aussi la perturbation, notamment du calendrier agricole, mais aussi du degré de pluviométrie. L'évaporation a lieu dans une zone, mais la pluie dans une autre zone. Raison pour laquelle nous avons des zones qui sont plus sèches et d'autres plus arrosées. Et celles qui sont plus arrosées là, comme c'est de l'eau, ça peut inonder, notamment ici à Kinshasa. Voilà un peu, je peux le dire, qu'il y a une franche couche de la population qui connaît quand même sur ce qui... Chez nous au Congo. Oui, au Congo, sur le changement climatique, parce qu'il y a aussi une jeunesse une petite en tout cas, une petite couche, je les gens ne comprennent même pas. Non, dans les fonds, non. Même certaines personnes qui parlent de changement climatique, dans les fonds, ils ont encore des lacunes, mais c'est un bon pas déjà pour que les connaissances soient partagées autour de cette question, parce que c'est un grand défi que tout le monde devrait se lever. Voilà. Alors, vous êtes devant une population qui ne comprend rien des effets des changements climatiques et surtout du réchauffement climatique. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces gens qui vous suivent? Parce que l'émission sera diffusée, rediffusée, et puis même envoyée sur les réseaux, tout ça, pour que les gens suivent. Qu'est-ce que vous dites aux gens sur les changements climatiques? De manière simple, pour les aînés, je parle de papa, de grands-pères, les climats, ça fait
à Kinshasa dans les années 70, comparé actuellement, il fait plus chaud que ces années-là. Il y a quelques décennies passées. Oui. Le climat s'est réchauffé. Et les effets de la chaleur se font sentir à tout le monde actuellement. Même ceux qui sont à l'intérieur ont déjà ciblé les actions du changement climatique, mais ils ne savent pas dire en termes de mots que c'est ça les changements climatiques. Ouais. Je donne un exemple. Moi, je vais de l'intérieur. À l'intérieur, lors des chants, vous avez les chefs du village qui vous disent par exemple, les 15 février, tout le monde nous allons planter des arachides. Parce qu'on suppose que le 20 février, il va pleuvoir. C'est comme ça qu'on anticipait avec les plantations pour que dans ces villages-là, quand ils vont récolter les arachides, qu'ils soient les premiers sur le marché. On anticipe parce que quand vous attendez à ce qu'il pleuve, et ils ont déjà planté. Ouais. Et leurs produits auront l'avance sur le marché. C'est comme ça qu'on faisait. Et dans les conditions normales, les 20, il pleuvait. Mais actuellement là, ceux qui nous suivent, même ceux qui sont à l'intérieur, ils vont vous dire qu'ils attendent la date qui devrait pleuvoir, il ne pleut pas. Ils attendent 5 jours après, il ne pleut pas. Donc les calendriers agricoles sont perturbés. C'est les changements climatiques. C'est ligne de code de changement climatique. Et même quand on peut attendre la pluie, elle ne vient pas. Elle ne vient pas. Ou quand elle vient en abondance. En abondance. Pour abîmer les cultures. Justement. Parce qu'en soi, la quantité d'eau, dans la nature, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Ouais. La quantité reste la même. Sauf, au lieu de venir goutte à goutte, elle se condense pour venir bout. C'est comme ça qu'il y a des érosions. C'est comme ça qu'il y a des destructions de la structure du sol. C'est comme ça qu'il y a la lixiviation des minéraux dans les sols. Parce que puisqu'il y a beaucoup d'eau et que les sols il est poré, ça entraîne les éléments nutritifs du sol vers les profondeurs et par conséquent, les sols restent pauvres. Et donc, c'est exactement... Donc, les conséquences sont très néfastes. C'est très néfaste. Déjà, les agriculteurs... Quand ils entendent ça, ils se disent « Ah, exactement ». Même ceux qui n'ont pas encore entendu parler du changement climatique. J'ai mené ma petite enquête seule. J'ai demandé à un agriculteur sur les taux comment les pluies... Ils me disent « Non, on a remarqué depuis quelques années, les pluies ne tombent pas comme d'habitude ». J'ai dit « Exactement, c'est ça ». Sauf qu'ils ne savent pas dire que c'est ça les changements climatiques. Raison pour laquelle cette émission est d'une grande importance. Parce que les populations devraient avoir connaissance de ces choses pour qu'ils sachent avoir des pistes et des solutions. Oui, et voir même comment se comporter. Comment se comporter. Voici comment les choses changent. Les architectes devraient savoir ça. Les ingénieurs devraient savoir ça. Parce que c'est eux qui construisent les caniveaux. Oui. Lorsque les caniveaux reçoivent une quantité d'eau au-delà de ce qui a été prévu recevoir, qu'est-ce qu'il y a lié? Ça tombe. Des inondations. Oui. Ça s'écroule. Ça ne signifie pas que vous avez mal construit, mais parce que vous n'avez pas tenu compte de la variation du climat. Vous n'avez pas tenu compte de la variable des changements climatiques. Raison pour laquelle actuellement les changements climatiques, les aspects environnementaux concernent tout le monde. J'ai seulement illustré en termes de chaleur, en termes de perturbations calendrières agricoles. Mais pour ceux qui habitent les régions, comme par exemple au niveau à l'est du pays, les climats là ils tendent vers les tempérés parce que voilà. Mais il y a l'émergence de certaines maladies comme la malaria. Des moustiques qui aiment les milieux relativement chauds font face à une migration. Quand ici il fait extrêmement chaud, ils peuvent quitter ici vers des zones où il fait relativement chaud. Et si à l'est du pays il faisait plus frais et qu'à cause du changement, il y a l'augmentation de la température, ils peuvent souffrir. Les moustiques peuvent migrer. J'ai eu des témoignages dans une formation. Ils ont dit qu'ils ont maintenant des maladies qui n'existaient presque pas à cause du fait que le climat a changé. Et certaines bactéries, parce que dans les maladies, il y a des bactéries pathogènes qui peuvent vous faire 100 ans dans la sporulation. La sporulation, c'est une forme de vie latente que les bactéries adoptent lorsque les conditions de vie dans les milieux où elles se trouvent deviennent défavorables. Mais quand la température atteint ces niveaux-là, il se dit, voilà, je me retrouve. Une bactérie pathogène qui a été en sporulation pendant des dizaines de milliers d'années peut sortir, surgir et attaquer l'homme. Raison pour laquelle on dirait même, certains experts disent qu'avec le temps, beaucoup de maladies vont naître. Parce que là où nous sommes actuellement, c'était une forêt. Et dans la forêt, il y avait des êtres vivants. Il y avait même des graines. Si vous clôturez cet espace ici, vous laissez pendant 5 ans, vous allez voir des arbres pousser ici. Vous allez vous dire, mais ils viennent d'où? Ils étaient là. Sauf les conditions dans lesquelles ils poussent n'ont pas été réunies. Mais quand vous laissez,
pendant longtemps, les conditions se réunissent, vous allez les voir émerger parce que les graines sont là. De même que les micro-organismes. Parce qu'ici, c'était aussi des forêts. Il y avait aussi des bactéries en dehors des diaspores, des arbres. Ah ouais. Ces bactéries-là, lorsque les conditions de température augmentent, tendent vers les conditions dans lesquelles ces bactéries-là vivaient depuis longtemps, ils ressurgissent. Voilà où on parle de l'émergence, des conséquences des changements climatiques. Et beaucoup de gens nous en vivent déjà. Préparons-nous pour nous adapter à cela. Alors, comme environnementaliste, comment est-ce que vous appréhendez les pluies diluviennes qui se sont abattues et qui continuent à s'abattre ces derniers temps sur la ville et partout en RDC? Je viens de le dire, en réalité, nous sommes pendant la saison pluvieuse. Nous ne pouvons pas taxer de toute pluie liée au changement climatique. Parce que déjà, il pleut et nous avons de pluies diluviennes qui tombent. Mais la peur, c'est lorsque les pluies produisent des effets néfastes. Vous voyez la route de Matadi qui s'est cassée en deux. Et puis, il y a eu des pertes en vie humaine. Il y a des gens qui sont morts. Vous voyez, tout ça, ça fait peur. Je ne voudrais pas mettre les téléspectateurs dans une cacophonie pour dire que toute pluie est liée au changement climatique. Non, non. Mais simplement, actuellement, les pluies sont accentuées à cause du phénomène que je viens de parler. Parce que pour qu'il y ait pluie, c'est juste les rapports. Il y a l'évaporation qui est liée dans les milieux aquatiques. Je parle par exemple du fleuve Congo. Il y a aussi l'évapotranspiration. Les arbres ont transpiré la nuit et ont libéré de l'eau. Mais à cause des dérèglements climatiques, même la pression atmosphérique a changé. Il peut s'évaporer ici pour qu'il pleuve ailleurs. Et cette eau-là qui quitte ici, qui s'ajoute avec celle qui est de l'autre côté, forme des pluies plus intenses là-bas. Et ici, ça forme une sécheresse. De même que chez nous, ici, on peut recevoir plus d'eau que la moyenne. Raison pour laquelle les pluies actuellement sont d'une part, je parle d'une part, parce que ce n'est pas seulement ça, liées aux effets des changements climatiques. Raison pour laquelle, si vraiment nous sommes très attentifs, les conséquences, l'ampleur de pluies actuelles ne sont pas le même. En Europe d'ailleurs, il y a eu des pluies qui se sont abattues, même les statistiques ont été données. J'ai un pays, j'ai oublié, que c'est une pluie qui devrait s'abattre sur une période, je crois, d'une année ou 2 ans. Donc on a connaissé toutes ces pluies-là, c'est le même jour que c'est tombé. Ça fait des inondations terribles et les gens sont morts. Ici, malheureusement, des pluies comme ça vont s'abattre. Raison pour laquelle c'est toujours important de sensibiliser et les petits peuples et les dirigeants qui sont censés prendre des décisions pour déjà prévenir ces pluies qui vont venir. Raison pour l'université de Kinshasa a compris que ça ne vient que de commencer. Il faut anticiper, il faut prévenir, raison pour laquelle il y a eu des projets. Raison pour laquelle actuellement là, on parle de projets intelligents. On ne peut pas exécuter n'importe quel projet. Il faut voir ces projets s'ils touchent quel secteur. Après 10 ans, qu'est-ce qu'il va devenir? C'est comme ça qu'on réfléchit. En tout cas, ces pluies-là, en dehors du fait que nous sommes pendant la saison de pluie et que c'est normal qu'il pleuve de manière abondante, c'est aussi d'une part lié aux effets du changement climatique. Parce que c'est une des caractéristiques des conséquences liées au changement climatique. Alors, avec de telles pluies, quelles sont les mesures à prendre pour faire face à des situations pareilles? À des situations pareilles, les mesures à prendre, d'abord, il faut voir en amont. Quelle est la politique internationale dans la lutte contre les changements climatiques? Des alternatives ont été trouvées. Le premier aspect, il faut atténuer les changements climatiques. Tous les pays ont les CDN, je crois que c'est les cadres déterminés nationaux, où il y a les mesures qui sont prises pour atténuer les changements climatiques. Et dans l'atténuation, on parle de réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment la transition écologique. Au lieu d'utiliser l'énergie fossile qui émet beaucoup de gaz à effet de serre, on préfère les énergies propres, l'éolienne, l'hydroélectricité, etc. Au lieu d'utiliser les véhicules qui émettent beaucoup de CO2 en utilisant du gazole, de l'essence, ailleurs, par exemple en Europe, on utilise les métros électriques, où les gens sont en train de se déplacer avec de l'électricité. Ça émet moins de gaz à effet de serre. Pour dire, il y a nos voisins qui ont aussi des motos électriques dans les taxis. Ce sont des innovations qu'on encourage. Il faut aussi protéger les forêts. C'est comme ça qu'il y a certains programmes, notamment RED, réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation de forêts. Et il faut réduire les forêts, mais il faut aussi augmenter les stocks carbone. Ça, c'est dans l'atténuation, donc planter les arbres. C'est dans cette vision que les chefs de l'État, son Excellence
Félix-Antoine Tshisekedi, a initié les programmes 1 milliard d'arbres. C'est dans l'atténuation des changements climatiques. Parce que l'une des solutions la mieux adaptée, c'était d'absorber le CO2 qui réchauffe le climat par la séquestration. Donc le fait que les arbres les absorbent et puis libèrent de l'oxygène. Ça, c'est atténuation. Mais il faut aussi s'adapter. S'adapter, ça signifie qu'il y a déjà les pluies qui sont là. Il y a déjà les chaleurs. Il y a déjà les perturbations du calendrier agricole. Qu'est-ce qu'il faut absolument faire? Voilà. C'est ça la grande question. C'est comme ça que les politiques devraient se diriger. Actuellement, il y a des semences adaptées au changement climatique. Vous savez qu'il y a des cultures qui, dans certaines zones, demandent beaucoup plus d'eau pour pousser. Mais sachant qu'il y a un changement climatique et que l'eau, il n'y en a pas en abondance comme on en avait auparavant, mieux vaut actuellement là, privilégier les cultures qui demandent moins d'eau avec un grand rendement. C'est une alternative. Il y a des semences aujourd'hui. C'est comme quelle culture? Par exemple, je ne pense pas que vous allez vous abstenir de parler de bambou de Chine. Justement. Les bambous d'ailleurs, c'est une des plantes la plus écologique. Les chercheurs l'appellent de l'or vert. Les bambous s'adaptent presque sur tout type de sol. Formidable. Je crois qu'un autre jour aussi, vous m'appellerez, on va parler en détail de l'importance du bambou. Justement. Par exemple, dans certaines zones, on ne peut pas cultiver du riz. Parce qu'on suppose que du riz, ça demande beaucoup d'eau. Il faut une autre culture qui va lutter contre l'insécurité alimentaire, mais qui demande moins d'eau. Actuellement, là, il y a des semences adaptées au changement climatique. Qu'il pleuve ou qu'il ne pleuve pas, cette semence-là, sa génétique a été adaptée pour que ça résiste. C'est comme ça que les politiques devraient se diriger. Actuellement, quand on parle de l'agriculture durable et résiliente, c'est exactement cela. Donc, comme vous êtes là, ici, je voudrais aussi qu'on soit beaucoup plus pragmatique. Quand vous parlez là où les politiques devaient beaucoup se diriger, par exemple, on publie, on dit à la télé, voilà, désormais, au Kasaï, pendant cette période, plantez tel arbre. Au Maniema, faites ceci. À Bukavu, plantez tel. Ou bien, je ne sais pas, parce que vous parlez d'un programme. Voilà. Donc, pour prévenir, on doit avoir un programme détaillé qui montre aux gens quoi faire et non rester dans les cahiers ou sur les papiers. La première des choses, c'est la sensibilisation. Il faudrait que la population comprenne d'abord que les changements climatiques est une réalité. Auparavant, il y avait la question de climato-sceptiques. Des gens qui ne croyaient pas que le climat peut changer, mais avec la COP27, il paraît qu'on a mis fin à ce débat et qu'on a prouvé à tout le monde que les changements climatiques existent bel et bien. C'est ce que nos agriculteurs devraient savoir. C'est ce que nos politiciens devraient savoir. C'est ce que le peuple congolais devrait savoir en général pour savoir quelle est la position que chacun doit prendre pour faire face à ces phénomènes. Et cela commence par la sensibilisation. Et après la sensibilisation, c'est l'inclusion dans tout projet de l'aspect changement climatique. C'est comme ça que nous avons dans notre pays, ça fonctionne, l'Agence congolaise de l'environnement, l'ACE. C'est une agence qui fait suivre chaque projet d'une étude d'impact environnemental et social. On ne peut pas actuellement la financer des projets qui ont plus d'impact sur l'environnement que la moyenne. Raison pour laquelle il y a ces études-là qui mettent la population dans la position de se développer, mais aussi de protéger l'environnement. L'environnement, quand je parle, ce n'est pas seulement le climat. Il y a le sol, est-ce que ça s'est fait? Est-ce que l'agence là pour l'environnement, ACR, est-ce qu'elle fait son travail? C'est elle qui devrait répondre. Parce que, non, ici, vous êtes chercheur, vous êtes étudiant. Je crois que dans les travaux, on mène des recherches, même sur laser. Bien sûr. Parce que chez nous, apparemment, c'est devenu... lorsque vous êtes nommé ou vous êtes intouchable, on ne peut pas parler. Non, mais lorsque les chefs de l'État prennent une ordonnance, créent une agence comme celle-là, c'est pour qu'il y ait un travail... remarquable sur l'environnement. Mais est-ce que ça s'est fait? Parce qu'on ne voit pas. On ne la voit pas même sur le terrain. En tout cas, à ma connaissance, là, c'est fait quand même quelques pas. Je suis en train de dénoncer aussi quelque chose qu'eux aussi ils ont dénoncé. Il y a des entreprises congolaises aujourd'hui qui vous mettent en place des infrastructures sans passer par l'ACE pour les études d'impact environnemental et social.
La fois passée, il y avait, je ne sais pas, à Gombe, un immeuble qui est en train de pousser du sol sans étude d'impact environnemental et social. Et je crois que la CSCT aussi plein si je ne m'abuse pas. Mais ce qui est vrai que le défi est encore énorme. Il y a un grand champ de travail. Je ne peux pas les juger alors que les sciences environnementales sont en pleine émergence. Tout ce que je peux souhaiter, à ce qu'ils continuent, qu'ils aient de bonnes chances pour rendre. C'est parce que les services qu'ils rendent, il est très capital. Oui, voilà. Nous sommes presque à la fin de l'émission, mais je voulais savoir si toi, Bertin Mbouya Kilabi, aujourd'hui ministre de l'Environnement, vous êtes encore ministre au niveau de l'université, mais si vous êtes ministre de l'Environnement de la RDC, avec tout ce qui se passe, les phénomènes, changement climatique, avec ce que nous voyons, tout ce que vous avez dénoncé ici, ce qui est fait, quelles sont les décisions urgentes que vous pouvez prendre pour stopper ce qui pouvait arriver et permettre aux gens de vivre dans un bon environnement. Ok, vous voulez me nommer ministre? En tout cas, c'est un grand privilège. Ce jour-là, je l'attends aussi parce que c'est notre pays à nous tous. Oui. Ce qui est vrai, les aspects liés à l'environnement, à la protection de l'environnement, sont des actions urgentes, mais qui ne se font pas avec précipitation. Parce que pour qu'il y ait destruction de l'environnement, il faut des dizaines d'années. Et en tant que, si l'arrivée un jour Dieu me fait grâce d'être nommé ministre de l'environnement de notre pays, la première des choses, c'est d'abord adapter la politique de lutte contre les changements climatiques et contre les fléaux environnementaux aux réalités des Congolais. Nous ne pouvons pas lutter contre les changements climatiques de la même manière que les Européens, que les Américains. Et ils ont beaucoup plus de défis que nous. Et d'ailleurs, ils sont les plus pollueurs que nous. L'Afrique en général n'est pollue qu'à 4% sur la pollution de l'air. Dans notre pays, il faut déjà voir, c'est quelque chose de 0, quelque chose. Donc sur le plan de l'empreinte écologique, en tout cas, nous sommes un peu clean, bien que nous avons des problèmes d'insalubrité et autres. Pour moi, en tant que futur ministre de l'Environnement, si vous le voulez ainsi, le premier défi, pour moi d'abord, ce n'est pas le réchauffement climatique. Bien sûr, ça existe parce que nous voyons des inondations et autres. C'est d'abord toucher l'insalubrité qui est là. Nous avons des poubelles sauvages tout autour de nous. Nous avons des déchets qui pullulent partout. Quelle est la politique nationale vraiment visible en matière de recyclage des déchets, en matière d'assainissement? C'est la moindre des choses qu'on peut faire. Parce que le changement climatique, il est mondial. Nous seuls, nous ne pouvons pas lutter contre cela. Nous pouvons juste atténuer les conséquences sur le plan local. Mais il y a des actions qui nous incombent directement, des aspects environnementaux qui peuvent être de sources de revenus pour le futur. Les plastiques que nous voyons partout là, c'est la matière première. Hein? C'est comme du ciment pour fabriquer des briques qui se vendent. Il y a des pavés qui sont fabriqués à base de matières plastiques. C'est plus durable que le pavé en ciment. Il y a des briques qui sont fabriquées à base de plastique, qu'on peut construire des maisons écologiques durables plus que les blocs ciment. Il y a des objets qui sont fabriqués à base de plastique que nous voyons partout pulluler, rendre notre ville insalubre, plus que d'autres matériaux de construction durable. C'est là que je devrais commencer, c'est élémentaire. D'aider, ce que je peux faire, c'est essayer d'ordonner les choses sur le plan de la politique environnementale nationale. Parce que si il n'y a pas une idée, il n'y a pas un cadre de travail, les actions seront des actions en urgence. Quand il y a pluie, quand il y a pluie, on vient, on construit un caniveau là-bas. Est-ce qu'il existe un schéma directeur de lutte contre le changement climatique ici? Peut-être ça existe, je ne sais pas. C'est là qu'il faut commencer. Et surtout, quand je parlais de l'assainissement, c'est un aspect parmi les aspects. Il y en a beaucoup. Et quand je parlais d'une lutte adaptée à nos conditions, il faut aussi voir, nous avons des forêts qui séquestrent des tonnes et des tonnes de CO2. Est-ce que les Congolais en jouissent? Nous avons des forêts, nous avons des tourbières. Est-ce que les Congolais en jouissent? Voilà. Je mettrai en place une politique qui va nous mettre dans la position de jouir d'abord de nos ressources, mais aussi dans la position d'aider le monde à se stabiliser, parce que nous ne sommes pas les seuls pays au monde qui devrait faire face à lui seul contre le changement climatique. D'accord. Je crois, j'aurais tout dit parce que ceux qui me suivent, ils ont compris ce que j'ai voulu dire.
Merci beaucoup, Monsieur Bertin Mbouya, d'avoir été encore les nôtres aujourd'hui. C'est un plaisir. C'est la fin de l'émission. Un mot. Je vous remercie. Bonne année à tous. Merci. Voilà, mesdames, messieurs, qui met terme à cette émission Grand Défi de ces jours. Merci de l'avoir suivi. La suite au prochain numéro. Au revoir.